Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis d'organiser avec la Ligue contre le cancer cette conférence qui est donc soutenue par le Cancéropole Grand Ouest et par la Ligue contre le cancer. Le Cancéropole Grand Ouest que je représente, puisque je coordonne avec Gaëlle Fromont, ici présente, le réseau des cancers du sein et de la prostate. Et donc, nous sommes ravis de proposer cette conférence autour du patient expert. Alors, juste deux petites diapositives pour peut-être positionner les cancéropoles si tout le monde ne connaît pas cette structure. Il en existe 7 en France. C'est une déclinaison finalement régionale de l'Institut du cancer. Et le Cancéropole Grand Ouest réunit 3 régions, la Bretagne, les Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Donc nous sommes donc le Cancéropole Grand Ouest et nous essayons en fait de coordonner, d'animer et de coordonner la recherche et la recherche translationnelle notamment. On essaie de favoriser la coopération entre les chercheurs et les chercheuses et également les cliniciens et cliniciennes, et le but étant de mutualiser nos compétences. Bien sûr, ce que l'on souhaite, c'est le transfert des connaissances entre recherche clinique et fondamentale dans le but d'accélérer les innovations et apporter des bénéfices le plus rapidement possible aux patients. Voici donc un peu les objectifs des cancéropoles. Je vais passer la parole à Stéphane Suppiot, qui va vous faire une introduction sur cette conférence. Bonne conférence. Merci à tous les deux d'être venus ce soir nous parler. On a ce grand honneur, cette grande chance de vous avoir. Marie-Christine, on se connaît depuis de très nombreuses années pour avoir travaillé ensemble auprès des étudiants en médecine pour pouvoir justement leur apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle, annoncer un diagnostic de cancer, et ça a été génial. On a pu mettre ça en place depuis maintenant 2004, donc ça date. Oh oui. Et puis donc Philippe, qui connaît bien le métier, puisqu'en tant qu'oncologue radiothérapeute, il a eu des années et des années de pratique derrière lui, et maintenant il est monté en grade, président de la Ligue contre le cancer. Superbe rôle pour pouvoir justement mettre en avant le rôle des patients dans toute la prise en charge. Depuis très longtemps, tu t'occupais de tous les aspects patients de la Ligue contre le cancer, et c'est très bien de voir qu'on peut avoir justement maintenant au plus haut niveau des médecins qui ont une vision qui n'est pas que recherche et qui est aussi très humaine, très portée sur les patients. Donc la question que vous posez certainement en ayant vu cette affiche, c'est qu'est-ce que c'est qu'un patient expert? Alors c'est une dénomination qui est finalement un peu protéiforme et qui a de multiples noms, patient relais ou patient, parfois on trouve... en Afrique, ils ont utilisé un nom qui était... J'arrive plus à trouver la définition, mais ma femme utilisait ça, des patients éducateurs, des pères éducateurs. Des choses qui sont un petit peu, finalement, qui montrent bien le rôle que le patient, qui a déjà connu la maladie, peut avoir auprès des autres patients qui, eux, sont nouveaux dans la maladie. Donc il va témoigner, bien évidemment, de son expérience personnelle. Et puis, cette expérience lui a permis vraiment d'appréhender finement le monde de la cancérologie, de la maladie en elle-même, mais aussi de toute la prise en charge qui va avec. Et du coup, il va pouvoir en faire bénéficier les autres patients, mais aussi, et c'est ça qui est très important, les professionnels, que ce soit professionnels aguerris ou professionnels en devenir avec les étudiants. Et donc c'est toute cette partie-là qui a été développée depuis maintenant plusieurs années par la Ligue, dont Marie-Christine et Philippe vont nous parler. Et puis c'est un grand plaisir de pouvoir parler de ce rôle dans les 4 champs d'intervention, comme je vous disais, enseignement, éducation du patient, recherche et soins. Voilà. Le rôle du patient expert est ainsi multiple, donc ça c'est vous qui avez fourni qu'on a trouvé cette diapositive sur le site de la Ligue. Donc informer d'autres patients sur son savoir et son vécu de la maladie, animer des ateliers, notamment dans le cadre d'éducation thérapeutique ou de campagnes d'information, de prévention ou de dépistage de maladies chroniques, et puis surtout co-construire avec les soignants des programmes de santé, éducation thérapeutique ou autres, co-animer donc des formations, des réunions sur la maladie en général, et le cancer en particulier, et toutes les personnes qui entourent ces patients, et puis transmettre. Il y a vraiment un rôle important de transmettre tout ce qui a pu être acquis, et pour pouvoir collaborer avec les équipes soignantes.
Voilà, cette petite introduction pour vous laisser la parole sur le sujet. Merci. Alors j'ai 50 diapos, mais je ne les passerai pas. Ok. Rassurez-vous. D'accord. Tu viens avec moi, Marie-Christine. On a l'habitude de faire un duo, donc bon, merci Stéphane de ta présentation. On n'a plus besoin de le faire, donc ça va nous permettre de gagner du temps. Moi, je remercie aussi de nous avoir invités parce que c'est extrêmement important, alors qu'on est dans un univers de recherche, de se dire que la place du patient avec la recherche. Et c'est vrai que quand une personne tombe malade, il y a deux choses qui lui viennent en tête. La première chose, c'est la recherche et l'espoir de guérir, mais elle a aussi besoin d'une main tendue. Et cette main tendue, pour qu'elle soit accompagnée par des soignants avec les soins de support et maintenant aussi avec les patients. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette expérimentation. Donc on va passer rapidement. Alors je vous ai présenté rapidement la Ligue pour lui dire que c'est une vieille association qui date de 1918, donc on a plus d'un siècle d'existence, 103 comités, elle est apolitique indépendante, elle repose sur la générosité du public et elle a 4 grandes missions: chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider et mobiliser la société. Et c'est vrai qu'on a essayé de mobiliser la société dans le cadre du PLFSS. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps avec ce qui se passe actuellement, mais bon, c'est pas grave, on a au moins essayé de tenter de faire passer la voix des patients et éviter que les différentes économies de santé soient trop portées sur les personnes malades et en particulier les patients atteints du cancer avec des modifications de l'ALD. Excusez-moi, c'est la petite partie politique, mais c'est vrai que ça occupe beaucoup de notre temps. Pas trop de chiffres clés, et la Ligue insiste bien sur les cancers évitables, et c'est vrai qu'on a aussi toute cette partie prévention. Alors, il y a le nouveau logo de la Ligue, parce que c'est vrai que la Ligue s'est dotée d'un nouveau logo. Donc vous aviez l'ancien, mais là, vous pouvez avoir en avant-première le nouveau logo. Alors l'émergence du patient acteur. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions, patient ressource, patient expert, etc. Et la Ligue, lors des premiers états généraux du 28 novembre 1998, a pour la première fois donné la parole aux patients. Alors si je reviens sur cette date, c'est une date qui nous a tous marqués et on a fêté l'anniversaire, alors les 25 ans, c'est lors de la 26e année, mais les 25 ans d'existence de cette prise de parole des malades, la semaine dernière à Paris, où là on est passé de la prise de parole des patients à la co-construction des personnes malades, à l'organisation aussi du système de santé. Donc, on sait qu'il y avait des dispositifs innovants. Alors, un des dispositifs, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais c'est les comités de patients dans la recherche clinique qui sont relecteurs. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis 1998. Et il y a beaucoup d'études, en particulier avec Unicancer. On a pas mal d'études où on a le logo de la Ligue parce que c'est un certain nombre de patients qui relisent les essais cliniques. Et l'objectif de la relecture des essais, c'est surtout le consentement, pour éviter que ce que les gens signent soit quelque chose qui soit carrément incompréhensible et qui puisse signer en pleine conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de 120 relecteurs sur l'ensemble du territoire. Alors, pourquoi on appelle patient ressources au niveau de la Ligue? Disons qu'on s'est simplement tenu à ce qui était donné dans le cadre du plan cancer. Plan cancer numéro 3, objectif 7, action 7.15, l'intervention des pairs ayant eu l'expérience de malades dans l'accompagnant peut être un facteur facilitant dans la communication soignant-soigné et au-delà dans la participation des personnes dans leur prise en charge. Et donc, quand on prend l'objectif patient ressources bénévoles, c'est un mot qui parle aux personnes de la Ligue parce qu'ils sont bénévoles, dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et dans la formation des professionnels de santé et évaluer leur rapport dans les conditions de réussite. Et c'est ça qui nous manque encore, l'évaluation des rapports. Et c'est aussi pour ça, et on en a parlé à Arlède et j'en avais déjà parlé à Stéphane, maintenant qu'on le fait, il va falloir qu'on évalue ce que l'on a fait. Et je pense qu'il y a un gros sujet de recherche à faire à ce niveau-là. Et donc, ça tombe bien qu'on soit ici, parce que ça va nous permettre de pouvoir prendre des contacts et vraiment avoir un gros travail de recherche à ce niveau-là. Alors, c'est quelque chose qui avait été en 2015. Le pilotage avait été
confiée à l'INCa, et l'Institut national avait demandé à la Ligue de piloter cette action. Et la présidente de l'époque m'avait fait l'honneur d'organiser et de piloter cette action au niveau national. Donc on a mis un groupe de pilotage avec les fédérations, avec d'autres associations, avec l'INCa et avec le ministère. On avait décidé de faire une expérimentation dans 3 grandes régions, Grand Est, Loire-Atlantique et Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'est contenté juste au niveau de Saint-Nazaire. Mais ce qui nous a... Saint-Étienne, excusez-moi. Et c'est vrai que cette évaluation a été pendant 3 ans. On a eu la chance, et c'est pour ça que je remercie Marie-Christine, parce qu'au début, personne n'y croyait, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, j'avais envie de monter les choses, mais même, ce n'était pas évident de convaincre des personnes malades de monter au créneau. Et dans le 44, on s'est retrouvés tous les deux. Alors, je n'étais pas président à l'époque, elle n'était pas présidente à l'époque, de convaincre notre conseil d'administration que ça serait bien qu'on mette ça en place, parce qu'ils disaient, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce que... Donc, voilà, on est ravis parce qu'on a pu définir 2 grands types de missions, les patients ressources témoins, donc qui vont témoigner devant les étudiants, et les patients ressources parcours, qui vont accompagner les patients dans leur parcours de soins. Mais vous allez voir, c'était le début. Parce que quand je laisserai la parole à Marie-Christine tout à l'heure, vous allez voir, c'est que maintenant, on est de plus en plus loin, on fait de plus en plus de choses grâce à cette organisation. Les patients, alors leur motivation des patients ressources, moi je trouve que cette diapositive est intéressante, c'est la volonté de rendre utile leur expérience auprès des étudiants. Et vous le verrez, quand on a ces témoignages auprès des étudiants, on aura tout à l'heure, je vous montrerai un retour d'une étudiante qui en a bénéficié. Manifestement, on a vraiment l'impression, et vous allez vous en rendre compte, c'est que si on a un peu dépassé ce que l'on faisait initialement, c'est qu'il y a une demande, pas forcément que des étudiants en médecine. On se rend compte que la demande, elle est de plus en plus importante, même chez les internes. Le patient ressources parcours, c'est un petit peu différent. C'est un accompagnement. Donc là, il ne parle pas, c'est plus une notion d'écoute et pour essayer d'accompagner les personnes. Ce n'est pas pour les accompagner sur le plan médical, c'est vraiment pour un accompagnement sur la vie. Parce qu'on se rend compte que dans tous les témoignages et dans la partie ce n'est pas le parcours de soins. On sait que le parcours de soins, mais c'est surtout le parcours de vie. On se rend compte que le cancer impacte énormément sur le parcours de vie. Et donc, on a mis en place toute une organisation. Et voilà pourquoi, au niveau de la Ligue, on a souhaité, et moi, ma plus grande crainte quand j'ai été en charge, c'est qu'il fallait aussi que ces patients, ces personnes soient formées, mais que leur engagement et leur bénévolat n'aient pas de retentissement sur leur vie à eux. Et moi, c'était ma principale crainte. Parce que, vous allez voir, ce n'est pas évident de prendre cette parole, etc. Donc, pour être patient, on avait donc les personnes de la Ligue, on avait aussi des gens du myélome qui étaient avec nous, et on avait une autre association du cancer du sein, Vivre comme avant, qui avait participé un peu à cette expérimentation. On va se rendre compte qu'il y a d'autres associations qui sont venues nous rejoindre. Donc, les conditions, c'était une personne qui était passée par la maladie. Et après, toute la discussion, c'était de savoir combien de temps fallait passer entre la maladie et pour pouvoir... Et en fait, il y a quelques années, on dit qu'il fallait attendre 2 ans, la fin du cancer, pour pouvoir être sûr. On s'est rendu compte que c'était ridicule. Alors, on a appris un mot, c'est avoir du recul. Ça veut tout dire et rien dire. Mais quand on a appris à avoir du recul, c'est pour avoir un engagement réfléchi. Et quand on devient patient ressource, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On rencontre déjà, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Voilà. Et il y a aussi une rencontre avec le psychologue et il y a une formation. Et donc cette formation, il y a une formation avec un socle de 2 jours. Puis après, il y a une formation qui se fait vers les patients parcours et vers les patients témoins. En sachant qu'on a quand même, au niveau de la Loire-Atlantique, beaucoup de personnes qui ont fait les 2 formations et qui sont et patients recours et patients témoins. Donc c'était quelques données, mais bon, ça simplement pour vous montrer que cette expérimentation a été évaluée par un organisme extérieur et tout le monde a dit que ça valait la peine de continuer. Donc juste ce petit retour d'expérience avant de te passer la parole, et pour moi c'est très fort. C'est une étudiante qui était à l'ICO, donc c'est un témoignage qui date maintenant de l'année, presque 2 ans.
Voyez, elle dit ce type de témoignage permet de comprendre qu'il y a de nombreux aspects à prendre en compte lors de l'annonce du cancer et amène à me questionner sur une vraie problématique. Je trouve que l'on n'est pas suffisamment préparé en tant que médecin à réagir de façon adaptée lorsqu'un patient s'effondre devant nous. On devrait nous donner davantage d'outils lors de nos études. J'ai compris aussi l'importance et l'impact sur les patients de nos mots. Et ça, on insiste énormément parce qu'il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que les attitudes. Et on se rend compte, Stéphane, tu l'as vu et je l'ai vu aussi, c'est que les patients, lors de la première consultation, la première fois qu'on les voit, ils s'en souviennent toute leur vie. Et c'est extrêmement important. Et des fois, en voulant, on peut être maladroit. Et donc faire attention. Et c'est vrai que ce poids des mots est extrêmement important. Et elle dit, j'aimerais qu'on m'apprenne à dire les bons mots. En fait, on n'apprend pas à dire les bons mots. C'est un peu l'expérience, mais il faut faire attention. On sait qu'il y a des mots à éviter. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est là qu'elle insiste, chaque histoire, avant, pendant et après la maladie était unique. Et l'objectif, c'est de se dire que quand on est devant une personne, c'est une personne, ce n'est pas un dossier. Et aux jeunes que j'ai eu la chance de former, je leur expliquais toujours, en cancérologie, le dossier, quand vous voyez le malade, généralement, il est bien souvent passé en RCP. Donc la RCP vous dit globalement les différentes lignes à suivre. Le seul élément que vous ne connaissez pas, c'est la personne qui est en face de vous. Donc si vous ne lui laissez pas le temps de vous parler pour se faire connaître, vous avez raté la moitié des choses. Vous savez, vous, ce que vous savez, mais vous n'en connaîtrez jamais assez sur la personne. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on cherche à faire. Alors, le plus important, c'est de laisser la parole à Marie-Christine, parce qu'elle est patient ressources, témoin, mais aussi elle est patient ressources parcours, parce qu'on n'est pas que présent dans les... Elle va vous raconter tout ça. Donc, je te laisse la parole, Marie-Christine. Et puis, donc, elle était dans les locaux de la Ligue, vous voyez, elle était quand même bien installée. Mais c'est là, ce n'était pas son siège, c'est le siège où on accueille les personnes malades. Tout à fait. Bon, on s'arrêtera là en diapositive. Tu vois, je te laisse parler a cappella. Effectivement, patient ressources, comme l'a dit Philippe, il m'a invité à le devenir en 2015. Ça m'a intéressée pour plusieurs raisons. J'avais déjà eu 2 annonces. La seconde était toute récente. Et je me suis dit qu'il fallait positiver. Il y avait 16 ans entre les 2 annonces. Donc, il fallait positiver pour reprendre un peu de lead dans ma vie. Et ce que me disait Philippe me semblait être le bon moyen pour retrouver un chemin plus facile dans la vie que je souhaitais mener. Parce qu'une annonce de cancer, c'est compliqué, mais c'est surtout un arrêt sur image de la vie qu'on est en train de mener. C'est cette perte d'autonomie, de capacité à décider de sa vie qui a été pour moi le plus difficile. Après, j'ai eu 3 annonces et je sais que les 3 ont été très différentes et ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on est. C'est pourquoi quand je témoigne devant des jeunes étudiants, je leur dis surtout essayez de connaître votre patient. Parce que autant la première fois ça a été un tsunami, mais j'avais une vie de famille délétère, des enfants trop jeunes pour m'accompagner, bien qu'ils soient eux-mêmes parents. Mes petites filles avaient à peine 2 ans. Et c'est compliqué de trouver les moyens de continuer à vivre. Déjà, il y a la sidération. Première annonce, j'ai eu 3 semaines de sidération. Deuxième annonce, ça a été 24 heures. Troisième annonce, un bon quart d'heure. Puis après, j'ai eu Philippe au téléphone et c'était bon. Mais oui, c'est reprendre le contrôle de sa vie parce que on ne maîtrise rien. On est dépendant du soin. On est dépendant de ce que le médecin va bien vouloir nous dire. J'ai eu de la chance, j'ai toujours eu d'excellents professionnels. D'abord, je suis là, donc c'est qui c'était bon. Mais par contre, parfois dans l'expression, c'était... Il ne le faisait pas exprès, hein, mais c'était un peu léger. Je me souviens du radiothérapeute qui m'a gentiment dit, 4 ans après mon cancer, je n'avais pas eu de tamoxifène parce que j'avais déjà eu une phlébite. Et lorsqu'il avait échangé avec ses collègues, ils étaient moitié-moitié pour tamoxifène, pas tamoxifène. Il ne me l'a pas donné.
Et dans les 3 années qui ont suivi ce cancer, j'ai eu 2 autres phlébites. Et il m'a dit, bah, heureusement que je ne vous l'ai pas donné parce que vous seriez morte, mais pas du cancer. Et je me suis dit, j'ai de la chance, c'est un bon professionnel. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est tout ça qui est compliqué, c'est de faire comprendre que les mots ont des résonances particulières, comme quand vous sortez de salle d'op en claquant des dents parce que vous avez mal et que l'infirmière vous dit « mais les autres dames, elles n'ont pas mal ». Bah, tant mieux pour les autres dames. Donc, pouvoir intervenir devant les professionnels de santé en formation a au moins cet intérêt. Et puis après, on rencontre parfois le professionnel. J'ai eu de la chance, j'ai mon chirurgien favori, je ne vous donnerai pas son nom, mais qui a su non seulement m'écouter, mais m'entendre. Parce que quand j'ai eu la récidive, il m'a dit, bon, bah, vous savez, un récidive égale mastectomie. Et je lui ai dit non, pas de mastectomie, j'en veux pas. Donc on a fait un deal, il m'a donné deux dates pour une exérèse et une mastectomie. Et puis en fait, il n'y a pas eu la mastectomie cette fois-là. Bon, le sort m'a rattrapé, 5 ans plus tard, j'y ai eu droit. Mais pas sur ce sein-là, c'était le deuxième cancer. Donc voilà, c'est tout cet échange qui fait qu'on se sent en sécurité, qu'on a confiance, qu'on va pouvoir accepter des soins qui sont douloureux, avec des effets secondaires, parfois qu'on n'attend pas, qu'on ne nous a pas... Enfin si, on a le livre, hein, mais très honnêtement, même au deuxième cancer, il y a 5 ans, je ne l'ai pas lu. Hein. Il y a tout ce qu'on découvre au fil de l'eau. Et quand on a quelqu'un auprès de qui on va se renseigner, et j'ai eu la chance d'avoir Philippe à côté de moi, donc je lui posais des questions. J'en avais posé avant. Même si je ne l'ai jamais suivi. Non. Mais moi, j'ai bien dit avoir quelqu'un de confiance. Même si franchement, j'ai eu d'excellents professionnels qui m'ont accompagné. Mon chirurgien répondait à toutes mes questions. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Néanmoins, et je m'en suis aperçue en étant patient ressources parcours, la difficulté qu'ont une grande partie des gens, c'est l'isolement. Alors, ça peut être un isolement... Alors, on reviendra sur le parcours. Là, simplement, c'était le genre de témoignages qui sont faits devant les étudiants. Et on a pris le principe de faire ces témoignages, pas devant un amphi. Parce que devant un amphi, c'est plus impersonnel. Et donc, on a la chance de pouvoir faire des témoignages en petit comité. Généralement, il y a 10-12 personnes. Voilà. On est autour d'une table ou en demi-cercle. Et il y a 2 patients ressources et un modérateur. Alors, pourquoi 2 patients ressources? Parce que c'est important, même quand c'est la même pathologie, ce sont 2 histoires complètement différentes. Et l'objectif est clair de montrer que le cancer, c'est une pathologie, mais que la personne, elle est différente. 2 histoires de vie, etc. Et moi, je me souviendrai, une fois, j'ai eu 2 infirmières anesthésistes qui avaient un cancer du sein, et on n'aurait jamais pu penser que c'était la même maladie. Donc ça, c'est un élément important. Et pourquoi un modérateur? Le modérateur a été à la demande des patients. Alors le modérateur, son travail, c'est de ne rien dire, mais de pouvoir être là au cas où. Parce que malheureusement, on peut avoir une personne comme ça, lors même des fois d'une question du modérateur, ne faisant pas attention, une question qui était banale, mais on peut être rattrapé par ses émotions. Et c'est extrêmement important de pouvoir, si on est rattrapé par ses émotions, que l'on puisse passer la parole à l'autre personne. C'est aussi le côté rassurant. Et puis des fois, il peut y avoir une question maladroite d'un étudiant, parce que malheureusement, les étudiants, eux aussi, parce qu'on a déjà eu des étudiants qui ont quitté la pièce, parce qu'ils avaient passé une mauvaise nuit. Moi, je me souviendrai, c'était à l'ICO, une jeune externe qui avait passé une mauvaise nuit, qui avait assisté à son premier décès. Elle n'a pas pu supporter le témoignage d'un patient. Donc c'est pour vous montrer que l'impact fort que ça a. Donc ça, c'est la première partie. Et là, je vais te laisser repartir sur les patients parcours, et puis après, on vous expliquera l'autre chose qui est faite aussi à l'ICO. Avec le témoignage aussi. Donc, je fais d'abord parcours et je... Voilà, et tu reviendras après sur ce que l'on fait avec les étudiants sur l'annonce. Alors, le patient ressources parcours, lui, il est au contact des personnes malades. Non pas pour faire un accompagnement médical, puisque nous ne sommes pas médecins,
Beaucoup n'ont jamais fait d'études scientifiques. Enfin, personnellement, je n'en ai pas fait. Donc, je ne me risquerai pas à émettre un avis. Mais par contre, nous avons parfois des demandes un peu particulières. Je me souviens d'une fois, une dame qui me disait « Mais vous vous rendez compte ? On va me faire une mastectomie et on me dit qu'on va faire une reconstruction immédiate. Vous croyez que c'est logique ?» Ouais, je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez confiance dans votre médecin? S'il vous le dit, c'est qu'il a détecté que c'était possible. Puis si ça peut vous rassurer, c'est ce qu'on m'a fait. Donc voilà, elle était rassurée. Mais Passion Ressources Parcours, on accompagne aussi avec des techniques, des conseils techniques. Je me souviens d'une dame qui avait eu un cancer du poumon. Je n'ai jamais eu de cancer du poumon. Néanmoins, elle avait perdu de la capacité respiratoire, c'est évident, on lui avait retiré tout un lobe et elle avait eu des conseils et je lui avais demandé ce qu'elle avait comme conseil de ses professionnels pour récupérer de la capacité respiratoire et surtout du plaisir à sortir et à marcher. En fait, on lui avait donné faites ceci, tant de minutes, et voilà. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai eu des problèmes de perte de capacité respiratoire après la radiothérapie, c'était il y a 25 ans quand même, c'était un peu plus fort que maintenant. Et je lui ai dit ce que j'avais fait, marcher un petit peu vers un endroit qui me semblait agréable. Moi j'allais marcher vers le parc de Procès, sachant qu'il y a une ligne de bus que je pouvais prendre pour revenir, ce qui m'évitait de faire l'aller et retour à pied. Et que je me mettais des échéances comme ça et que ça m'avait permis de récupérer de l'autonomie. Donc voilà, c'est le type d'échange qu'on peut avoir. On a aussi, et là j'en ai eu une, c'était il y a une dizaine de jours, et ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui sont totalement isolées et étant totalement isolées, qui vont sur Internet, qui écoutent un peu tout et n'importe quoi. Et résultat des courses qui sont complètement perdus, affolés. Donc c'est l'échange. Et en tant que Passion Ressources Parcours, on pratique l'écoute active, c'est-à-dire qu'on regarde les gens, on les accompagne dans leurs réflexions pour les aider à verbaliser ce qui leur est compliqué à vivre. Et on peut, avec notre expérience, infirmer ou accompagner. Et en cela, c'est toujours important pour moi de pouvoir le faire parce que j'ai été bien accompagnée, j'ai eu la capacité de poser des questions aussi. Bien souvent, les patients n'osent pas poser la question au médecin. Ils ont peur que le médecin les considère comme soit en difficulté intellectuelle, soit rechignant, et ils ont peur que le médecin ne veuille plus les suivre. Donc, c'est aussi leur dire que ça ne se passe pas comme ça avec les médecins, qu'ils sont tout à fait capables d'entendre et qu'au contraire, ils doivent poser des questions pour être en capacité de mieux vivre leurs soins. Et c'est vrai que ce parcours de soins, ceux qui ont fait de l'écologie, ils le savent bien, hein, c'est pas une partie de plaisir. C'est lourd, il y a des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins importants et des séquelles aussi. Et puis des effets secondaires de traitement dont on n'imagine pas que ça puisse exister. J'en ai découvert encore un cette année. Je termine mon traitement de 5 ans et il y en a un de plus. Voilà. Alors ce que l'on fait, c'est que le patient parcours, il peut être dans les établissements, mais on se rend compte qu'avec les services et l'hôpital de jour où le temps d'hospitalisation, le temps de présence dans la structure est de plus en plus court, on peut aussi avoir, pour les patients qui le souhaitent, un accompagnement téléphonique. Donc dans ce cas-là, c'est le patient ressource, par l'intermédiaire du comité, ils se mettent d'accord avec la personne pour qu'elle soit appelée à l'heure de son choix. Donc elle peut être appelée le soir, elle peut être appelée quand il y a des enfants, quand les enfants sont couchés, etc., pour pouvoir avoir ce contact, parce que c'est vrai que dans les structures hospitalières, des fois c'est un petit peu compliqué. En radiothérapie, c'est vrai aussi que le temps passé est relativement court, et donc c'est une possibilité qui est donnée en plus aux personnes. Ce qui nous permet d'ailleurs d'accompagner des personnes qui sont très isolées, très fatiguées et qui ne vont pas souhaiter se déplacer plus dans un établissement de santé que pour leurs soins. Et donc, on peut les renseigner à ce moment-là par téléphone, ça ne pose aucun problème. Mais ça peut être aussi des personnes qui cherchent, qui demandent à nous contacter
dès l'annonce de la maladie. Elles n'ont pas encore obligatoirement commencé leurs soins et elles ont besoin d'échanger. Alors, on n'est pas psychologue, hein, c'est pas du tout ça. C'est de l'échange entre pairs. Et puis, il y a ce qu'on va dire à quelqu'un qui a vécu la maladie, qu'on n'osera pas dire à un médecin et qu'on ne dira pas à sa famille pour ne pas leur donner une trop grosse charge mentale. Donc voilà, c'est cette capacité qui est la nôtre de pouvoir entendre et échanger sur quelque chose qui est commun, c'est la maladie. Et puis il faut dire qu'on a un avantage, nous les patients ressources, c'est qu'on est toujours en vie. Et ça, les patients savent l'apprécier. Alors, on a la chance en Loire-Atlantique, on a quand même de nombreux patients ressources. Et l'avantage du téléphone, c'est que ça permet des fois d'avoir quelqu'un qui souhaiterait, par exemple, quand c'est un homme, il préfère des fois avoir un téléphone avec un homme quand c'est des problèmes spécifiques pour la prostate en particulier. Voilà, et donc on a cette possibilité d'avoir des personnes qui peuvent répondre à... Mais ce n'est pas une obligation. Comme tu l'as dit, oui. On peut répondre très bien pour quelqu'un qui a un problème pulmonaire, mais quand il y a quelque chose, on peut l'orienter. Et ce que l'on veut faire, et pour l'instant c'est encore au stade de projet, mais on a la chance d'avoir une personne qui a bénéficié d'une greffe de moelle. Et dans l'expérimentation qu'on avait eue, c'était à Metz, ils avaient remarqué que les personnes qui avaient eu une greffe de moelle, qui rencontraient les futurs greffés de moelle, que l'intervention se passait beaucoup mieux. Parce que c'est impossible à un soignant de raconter et de vivre quand il se retrouve tout seul, quand tout le monde est parti. Par contre, le patient peut dire « j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça ». Et donc, quand ils arrivaient, c'est quand même ce qui est aussi une épreuve supplémentaire de se retrouver, eh ben, ils avaient déjà connu quelqu'un qui avait pu leur raconter l'histoire, mais quelqu'un qui l'avait vécu de l'intérieur et pas quelqu'un qui l'avait vécu. Un soignant, avec la meilleure volonté qu'il mettra, il n'arrivera jamais à pouvoir avoir le langage d'une personne qui a connu la maladie. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement fort. Donc on essaie maintenant, donc si on est sans problème accueilli à l'ICO, on essaye de gagner dans d'autres structures pour pouvoir faire aussi passer, c'est pas pour nous, mais c'est aussi pour les personnes qui vont en bénéficier, et ça c'est extrêmement important. On avance, pas à pas. On va peut-être parler de l'expérience qu'on a avec les externes. Maintenant. Tout à fait. L'ICO nous a contactés, justement, nous a associés aux ECOS pour pouvoir participer aux évaluations des externes, qui sont, je crois, 2 mois à l'ICO. Et ils ont la chance de nous faire une annonce de cancer. Donc, on participe, j'ai fait les premières. Et c'est vrai que j'ai eu 10 fois une annonce de cancer du sein avec métastase. C'était des internes de 4e à 6e année, des externes, pardon, de 4e à 6e année. Et là, nous, en tant que patients ressources, bon, on est formé à ça, on est fatigué à la fin. Néanmoins, on se rend compte que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres de faire ce genre d'annonce. Certains, moi je me souviens d'une externe de 4e année qui avait fait son annonce avec croquis et tout, c'était... Et une autre qui était de 6e année qui avait pleuré au milieu de l'annonce. Mais comme je lui avais dit, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, il vaut mieux que ce soit avec moi qu'en situation réelle. Tout dépend aussi de la journée qu'elle avait passée. Est-ce qu'elle avait eu des décès juste avant? Et c'est pas évident hein, pour des jeunes étudiants de faire ce type d'annonce. Et donc, eh bien voilà, plutôt que de faire les annonces à un médecin ou à un étudiant, ils font les annonces à une personne réelle. Et je pense que c'est un plus dans leur formation. Et puis en plus, c'est que vous participez au débriefing avec le senior, donc c'est extrêmement important. Ça, c'est nécessaire. Il y a la façon dont, comment vous avez ressenti les choses. Et ça, alors du coup, dans le petit monde médical, il y a des choses qui se savent. Et on a été contacté par les internes de médecine générale, en particulier qui souhaitent que l'on reproduise ceci avec eux. Voilà. Parce qu'ils ont malheureusement, dans leur expérience, eu des fois des annonces qui étaient compliquées. Et ils ont demandé à ce qu'on puisse reproduire ces annonces avec un patient ressource pour qu'on puisse les étudier. Donc on a commencé et on va aussi faire aussi cette partie-là parce que ça nous semble extrêmement important.
Mais il y a encore autre chose Alors, avec la prévention. Alors, il y a la prévention, tu veux dire quoi? Quand tu travailles avec quand vous faites aussi à la fac. Ah oui, alors oui, mais on fait plus que ça maintenant à la fac. Parce que je me demandais ce que tu voulais dire. Ça change tous les jours, c'est ça qui est un peu... Oui, oui, mais on est bon, donc voilà. C'était avant les confinements, on avait commencé à être contacté par le département de médecine générale pour intervenir sur 1 à 2 demi-journées de prévention. C'est-à-dire qu'on a des scénettes, on joue les candides, le patient, et on a, alors là, ce sont des internes qui jouent le rôle du médecin, et nous, on joue le rôle du patient. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle, tout à fait. Ils sont en général 3. Il y a celui qui est le médecin, et puis il a 2 co-internes qui sont là pour noter ce qui leur semble bon, les idées à prendre ou ce qui leur a semblé moins bien. Et nous, on joue notre rôle de patient. On a fait ça jusqu'en 2020, jusqu'à l'année dernière. On continue, mais par contre, comme ça se passait bien, les internes étaient contents, puisqu'à chaque fois, il y a des questionnaires de satisfaction, bien évidemment. Comme ça se passait bien, le département de médecine générale nous a demandé de participer au groupe d'échange de pratiques qui se font, là on a eu ce matin le premier de la session, on l'avait fait déjà l'année dernière, on est gentiment appelé patient enseignant, ce qui nous a fait énormément plaisir. Et on est là avec notre expérience patient, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez dû faire des groupes d'échange de pratiques, chaque interne a son histoire et on intervient avec notre vision de patient, l'expérience qu'on peut avoir de certaines situations et on va leur dire est-ce que vous auriez pu faire ceci ou cela, ou moi j'aurais réagi comme ça, etc. Et c'est une démarche qui a commencé à être évaluée l'année dernière, puisque les étudiants ont rempli là aussi un questionnaire de satisfaction. Le département de médecine générale voulait savoir si cette démarche était probante. Il n'y a qu'un petit nombre de médecins qui ont souhaité avoir des accompagnants patients, mais on espère que ça s'amplifiera. Néanmoins, c'est lors d'une de ces interventions, parce qu'un des internes faisait part d'une difficulté qu'il avait eue aux urgences avec un patient qui venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Je suis intervenue en tant que patient ressource, donc pour élargir un peu, pour rassurer aussi, parce que je trouvais que la posture de l'interne avait été plutôt bienveillante et on a pas mal échangé, et c'est à ce moment-là que le syndicat des internes m'a questionné pour savoir si on pouvait leur monter une formation, combien ça coûtait. Donc je leur ai dit qu'on était totalement bénévoles, et Philippe était le modérateur à cette première formation. Là aussi, on a fait des questionnaires de satisfaction qui étaient probants, et donc on les a re-questionnés il y a peu de temps pour savoir s'ils souhaitaient qu'on continue. Mais il y a des médecins à la fac de médecine qui m'ont dit « mais à la prochaine formation, nous on aimerait bien que tu nous invites, parce que ça nous intéresse de savoir comment vous faites, parce que des annonces de cancer, on en fait peu, mais ça nous arrive, et puis annoncer un cancer ou annoncer une autre maladie grave, c'est un peu similaire, donc voilà, j'espère qu'à la prochaine formation pour les internes, on aura aussi des soignants. Mais c'est vrai qu'on a eu des surprises lors de cette formation. Un des internes notamment nous disant très sûr de lui que les patients voulaient toujours tout savoir. Et là, on était 3 et on lui a dit « oh non, pas du tout, c'est pas tout d'un coup. Non, on répond à nos questions au moment où on sait qu'on est en capacité d'intégrer la réponse. Mais tout savoir d'un coup, d'abord, on n'intégrera pas tout, premièrement. Secondement, on ne va pas tout comprendre non plus. Et troisièmement, ça va nous faire peur. Donc, on pose une question, on a une réponse, et puis après, tu as joué ton rôle de modérateur avec un des étudiants, je te laisse le dire, parce que franchement, là, c'était... C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui n'osaient pas se lancer, parce que c'est vrai que
Et il y en a un qui était avec un médecin généraliste pas loin de Saint-Nazaire. Alors je me suis un peu lancé, puis je lui ai dit, mais ton médecin, là, celui qui t'accompagne, il ne t'aurait pas. Puis du coup, il s'est pris au jeu. Il a parlé et il nous a remercié après de l'intervention parce que voilà, c'est vrai que c'était même entre eux, c'est pas facile quand ils sont une petite dizaine pour dire ah mais moi je l'aurais pas présenté comme ça. Mais nous on trouve que c'est vraiment très riche comme échange. Et voilà, donc on va s'organiser pour continuer. Parce que surtout qu'ils nous avaient envoyé aussi 2 scénettes. C'était eux qui proposent des scénettes, hein, c'est pas nous, c'est-à-dire que c'est des scénettes qu'ils ont eu une difficulté, donc ils nous proposent. Et voilà, puis après on échange. Et donc voilà, et puis cette année on a eu une autre demande. Donc on élargit notre champ d'intervention. Ce sont les externes qui nous ont contactés. Mais oui, tout à fait. Il y a une association d'externes. C'était des 4e à 6e année. Enfin, c'était plutôt... ils étaient 4e et 5e année, ceux qui étaient à la manœuvre, et qui nous ont demandé de faire une présentation. Alors, cette fois-ci, il y avait 3 patients ressources et on répondait à leurs questions. Enfin, je dis on, moi je me suis mise... J'ai assisté à la première fois parce que je voulais savoir comment ça se passait. Et on avait un modérateur là aussi. Et chaque patient ressource donnait un petit peu son parcours et ensuite c'était des questions-réponses. Ça a duré 2 heures. Là aussi, on a eu les retours. On a eu 3 soirs avec une quinzaine d'externes. Il y a même des externes de 3e année qui sont venus et ils sont tous repartis. À la sortie, c'était « Oh, merci beaucoup ». Et les évaluations ont été... on ne va pas dire 100% parce que ça n'existe pas, mais bien à 95-98% de satisfaction, ce qui pour nous est superbe, quoi. Donc voilà, on élargit. Ce que l'on peut même dire, c'est que lorsqu'on a fait la présentation, au moment de repartir, on traîne toujours un peu volontairement, il y a toujours 1 ou 2 qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas osé parler devant les autres, et puis ils viennent interroger les patients, et ça fait des échanges qui sont encore différents. Tout à fait. Donc, et puis alors la dernière chose qui a été mise en place, parce qu'on vous parle que ce que l'on fait vis-à-vis du milieu médical, mais il y a un gros travail qui se fait maintenant avec l'entreprise. Et donc une des missions de la Ligue, c'est pas que s'occuper du soin, c'est le retour à l'emploi. Et de plus en plus, il y a des personnes jeunes qui retournent dans l'emploi. Et donc on a un programme qui s'appelle Ligue Entreprise, où on va dans les entreprises expliquer avec les RH les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, à côté de notre salarié qui connaît parfaitement le droit, il y a une patiente ressource. Et puis, quand on lui dit c'est ça, elle dit ah oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en réalité. Et elle parle de son expérience. On a la chance d'avoir un certain nombre de patientes ressources. Et du coup, on a aussi des personnes qui se sont un peu plus spécialisées vers l'entreprise pour pouvoir faire parler la voix des malades. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment maintenant, il y a une co-construction avec les patients qui prennent de plus en plus de place, et heureusement, parce qu'on ne peut pas parler à leur place, c'est eux qui doivent parler. Tout à fait. Et quand tu dis les interventions des patients, ce sont en fait des serious games, on jette un dé, on tire une carte. C'est un jeu de doigts. C'est un jeu de doigts, voilà. Tout à fait. Et justement, c'est là où les personnes qui sont en situation de travail et qui participent vont poser des questions, s'étonner des réponses qu'on peut amener. Et le patient ressource va faire part de son expérience très particulière, les situations qu'il a connues au retour à l'emploi, qui peuvent être j'ai plus de bureau, qui peuvent être oh bah ça va, tu es plus fatigué maintenant, ça fait 6 mois que tu t'es reposé, qui peuvent être tu viens et t'es pas à temps plein, donc quand est-ce que tu vas revenir à temps plein? Comme vous le savez, il y a le temps partiel thérapeutique qui peut être 40 ou 50%, qui va augmenter, qui va rebaisser parce que quand on est malade du cancer, on a une fatigabilité. Et quand je dis fatigabilité, c'est aussi les problèmes cognitifs qu'on peut avoir. Et là, on a une capacité à accompagner les gens. Mais c'est toute cette difficulté de se réapproprier ces habitudes qui est difficile. Et je me souviens d'une remarque qui a été faite il y a très peu de temps d'une personne qui, croyant bien faire, dire bah oui, il faut leur laisser le temps de redevenir comme avant. Et je leur ai dit mais non, on n'est jamais comme avant. Donc il faut nous laisser le temps de redevenir en capacité. Ça, on le fait devant les professionnels
qui viennent s'intéresser, mais on a aussi une autre approche qui est, elle, pour les managers. Parce que le manager, il peut être très bien avant l'arrêt de travail, pendant, mais surtout après, pour accompagner l'équipe, mais pour aussi... C'est comme les médecins qui vont nous dire des mots qui sont difficiles à entendre. Le manager, il va aussi avoir cette difficulté-là. Et moi, il y a un mot qui me hérisse, qui m'a toujours hérissé, c'est « Oh, bah, t'es guéri ». Bah non, je ne suis pas guéri. La preuve, je rechute. Donc, il y a des mots, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, et d'autres, ça va les blesser. Donc, c'est ce qu'on leur fait passer, c'est être attentif à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes qui ont des cancers, donc qui sont en activité professionnelle, et qu'on essaie d'accompagner au mieux dans leur réinsertion professionnelle. Non, mais donc, vous voyez, le rôle des pairs est extrêmement important. Donc, notre objectif, c'est qu'au niveau de la Ligue, on puisse le faire dans tous les comités. Pour l'instant, il y a une vingtaine de comités simplement. Alors, je suis content, c'est quand même le comité de Loire-Atlantique qui est le plus avancé. Il faut savoir qu'on faisait partie des gens les plus motivés et la période Covid n'a pas arrangé les choses. Et heureusement, assez rapidement, on a pu mettre en place des visios régulières et tout le monde a été relativement rapidement formé et des personnes qui devaient pouvoir bénéficier d'une formation ont attendu pendant 2 ans alors qu'elles savaient qu'elles ne pouvaient pas faire la formation pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir rendre un certain nombre de choses. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette chance de pouvoir avoir, et comme je dis, ça fait tache d'huile. Et là, on se rend compte qu'il faut de temps en temps arrêter parce que l'objectif des patients qui sont bénévoles, c'est qu'elles puissent avoir des temps pour souffler. Et à ce rythme-là, vous n'allez plus avoir le temps de souffler. Mais du coup, de ce fait-là, c'est vrai qu'on est fortement sollicité. Bon, c'est enthousiasmant, hein, quand on le fait, c'est parce qu'on en a envie. On le fait bénévolement, sans contrainte. Mais depuis l'année dernière, on a nous aussi des groupes d'échange de pratiques avec la présence d'une psychologue. Groupe de pratique qui parfois se termine en groupe de parole d'ailleurs. Ça dépend de l'état d'esprit, parce que même si on est patient ressources depuis de nombreuses années, parfois il faut avoir un espace d'échange en toute bienveillance, toute simplicité. On peut dire ce qu'on a envie de se dire. On ne se fait pas de mal parce qu'on se connaît, et puis parce que quoi qu'on dise, ça ne va pas nous choquer, mais ça fait du bien. Et puis on repart prêt pour continuer. Et puis on en a malheureusement besoin parce que malheureusement, il y a des patients ressources, des personnes malades qui sont parties, qui ont rechuté, qui sont parties. Et donc c'est important d'avoir un groupe qui puisse en parler parce que ça fait aussi... C'est vrai, on en a perdu un cet été et ça nous a tous beaucoup touchés. Voilà, donc c'est une expérience qui n'en est plus une maintenant. Je pense que c'est une évidence. La présence de personnes malades, passées par la maladie, dans la société, dans tous les éléments de la société, est indispensable, et pour faire partager leurs connaissances. Voilà. Il y a peut-être des questions, si vous voulez. S'il y a des personnes qui veulent savoir comment on devient patient ressource, il n'y a aucun problème. Oui ? Alors, moi, je vais me permettre de témoigner côté étudiant en médecine. Ça va me ramener quelques années en arrière, parce que Stéphane évoquait 2004, la mise en place des ateliers d'annonce d'une mauvaise nouvelle. Il s'avère que j'étais externe avec Stéphane Succhio à ce moment-là, et que je garde encore le DVD de mon annonce de mauvaise nouvelle. J'ai eu la chance ensuite d'être enseignant à mon tour, et en fait, il n'y a pas une période d'externat ou un externe qui passe dans mon service maintenant à qui je ne parle pas de cette expérience-là qui date d'il y a 20 ans. Et en effet, je crois que vous avez dit quelque chose qui est très important. Tout le monde n'a pas la même capacité peut-être à exprimer une annonce, à accompagner un patient. Certes, et certains disent bah oui, mais c'est inné ou c'est pas inné. Et en fait, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut qu'on continue nous à se former, qu'on arrive à former les étudiants en médecine. Et ce que vous faites, c'est très important pour les enseignants
ce qui a été mis en place il y a 20 ans maintenant et de voir tout ce qui est devenu sur Nantes, c'est vraiment très impressionnant. Et moi j'avais quand même deux questions. La première, c'est la formation. J'ai entendu en effet qu'il y avait des échanges de pratiques, un échange avec des psychologues. Non, il y a une formation initiale. Voilà. La Ligue a une école de formation. Il y a une formation initiale, donc elle se fait en plusieurs temps. Il y a la première partie, c'est une formation de gestion des émotions. Parce que la première chose, c'est de pouvoir gérer ses émotions. Après, il y a une formation qui est plus sur la prise de parole en public pour les patients qui vont témoigner. Et donc, il y a une prise de parole en public avec des jeux de rôle. C'est des formations qui sont généralement sur 2 jours avec une douzaine de personnes. Hein. Ce n'est pas des grandes formations, ce sont souvent des formations théoriques. Et ce sont des formations avec un retour après sur cette formation qui est mise en place avec la personne qui a fait la formation. Donc, et après, il y a un suivi qui se fait. Et s'il y a une personne qui a besoin en plus de parfaire une formation, elle peut continuer sur le parcours, elle peut même avoir d'autres formations. Parce que sur le parcours, la différence, c'est pas la prise de parole, c'est l'écoute. Comment on arrive à de nouveau reconstitualiser, etc. Donc il y a vraiment 2 formations qui sont complètement différentes. On se rend compte que les patients ressources ont besoin de cette formation, et ils ont besoin des 2. Parce qu'en fait, ça fait une formation qui s'étale du coup avec il y avait une première formation qui se faisait en tuto, etc. Donc ça fait à peu près une dizaine de jours de formation. Alors on va trouver que c'est pas énorme, mais l'avantage que l'on a, c'est que les personnes ne sont jamais laissées seules. On a toujours la possibilité d'avoir accès à la psychologue, et puis c'est un petit groupe. C'est même véritablement, je dirais maintenant, une communauté. Et donc, tous les mois, il y a un échange entre personnes, en plus de l'échange de pratiques qui se fait avec la psychologue. Voyez, donc, et assez facilement, on arrive à... Et puis malheureusement, il y a des personnes à qui on a dit que ce n'était pas le moment, parce que tout le monde ne veut pas être... Alors c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir beaucoup de... On a pu des personnes dire, écoutez, il y a d'autres choses à faire à la Ligue, vous n'êtes pas forcément avec ces reculs pour pouvoir être patient ressources, et 1 an ou 2 ans après, on peut revoir avec eux. Voilà, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, moi, ma grande angoisse, c'était qu'une personne patiente ressource, à un moment donné, voilà, ça n'aille pas, et ce sont des gens qui sont bénévoles. Et le bénévolat fait quelque chose que quand il parle, vous l'avez vu, c'est pas, on n'apprend pas, hein, c'est le cœur qui parle. Vraiment, ils sont là pour... Et ils posent, comme je dis à chaque fois, ils posent leur trip sur la table. Et c'est un élément, et c'est pour ça que cet échange est particulièrement fort vis-à-vis des étudiants. Voilà pour la formation. Une deuxième question. Comment vous arrivez alors je n'aime pas trop le terme recruter, mais comment vous arrivez à donner l'envie? Alors, ça se passe beaucoup dans les établissements de santé, puisqu'il y a des affiches. Ça peut être aussi des professionnels de santé, des médecins. Toi, tu as recruté. Je ne peux plus. Hein. Non. Mais en fait, c'est de l'échange. Les gens voient l'affiche, ils en parlent. C'est aussi parfois par connaissance. Des personnes qui ont bénéficié de soins de support. Voilà, à la aussi. Vie, qui sont... Mais c'est aussi nous, quand on intervient en patient ressources parcours, on n'intervient pas toujours que sur la maladie. Parfois, c'est aller voir telle association, est-ce que vous avez demandé tel soin de support, et vous savez que vous pouvez échanger avec un patient ressource. Et dans ces cas-là, s'ils y trouvent du bénéfice, ils se disent « mais pourquoi pas moi ?» Et certains viennent comme ça. Donc, il y a d'abord un premier passage avec une référente qui va identifier l'intérêt que la personne a à devenir patient ressource, parce que parfois, dès le premier échange, on se rend compte que la personne fait fausse route. Donc on a plus vite fait de lui dire, comme dit Philippe, nous avons beaucoup d'actions de bénévolat, et on la renvoie vers la responsable des bénévoles qui va, parce qu'on n'envoie pas les gens ailleurs, hein, on va toujours leur trouver quelque chose à faire. Et puis après, c'est une prise de rendez-vous avec la psychologue qui a un document normé qui correspond aux prérequis de la Ligue contre le cancer. Parfois, cette personne-là, elle peut faire témoin, mais elle ne fera pas parcours. Parfois, c'est l'inverse.
Et puis parfois, on nous dit, je la revois dans 6 mois, ou je la revois dans 1 an. Parce que même si la maladie est un petit peu éloignée, c'est sa capacité à être en recul avec ses émotions, avec l'impact de la maladie sur elle-même. Et enfin, moi, je sais que je serais incapable de déterminer ça, mais la psychologue sait très bien le faire, c'est son métier. Et c'est vrai que l'impact, on peut l'avoir même longtemps après, parce que ce jour-là, on est fatigué. Donc la psychologue est en capacité de déterminer si on aura les ressources internes suffisantes pour dépasser ce mauvais moment. J'ai une question assez pratique. D'un point de vue pratique, est-ce que tous les comités départementaux, j'imagine, ne sont pas en mesure d'assurer cette formation initiale? Alors la formation, ce n'est pas une formation qui est faite par le comité, c'est une formation qui est faite par la Ligue nationale et qui peut les faire en local. Donc il suffit d'avoir, alors c'est vrai que 49 et 44, on a fait partie de l'expérimentation, on fait sans doute partie des 2 comités avec le plus de patients ressources, mais on essaie de faire des petits, on était avec le 35, on va avec le 85, et il y a une sorte de tutorat qui se met en place, voilà, parce que c'est pas toujours évident il y a des patients, de trouver des modérateurs, parce que c'est vrai que dans les témoignages, le modérateur, je ne pensais pas, hein, et lors des 25 ans, j'ai revu à Paris la première formation s'est faite en Alsace, et j'ai revu un jeune qui avait fait la première formation, et moi j'étais présent à ce moment-là, et c'est eux qui ont dit, mais il nous manque quelqu'un, on a besoin, donc il faut aussi qu'on arrive à trouver des modérateurs. Donc on essaie de recruter aussi parmi les personnes malades et parmi les soignants pour essayer d'avoir... Et c'est plus difficile de trouver des modérateurs, parce que là j'étais en contact avec deux comités, puisque j'étais à Paris également, et comme ils savent que le 44 est plutôt à la pointe, ils viennent me voir. Et la difficulté, c'était parce que je leur dis, si vous avez 2 patients ressources, vous allez commencer doucement, mais est-ce que vous avez un modérateur? Ne laissez pas les 2 patients ressources aller tout seuls s'exprimer devant des étudiants. Parce que je me souviens, ma première intervention, heureusement que Philippe était à côté de moi, il y a un patient c'était à l'IFSI, et il y en a une qui a posé une question sur les enfants. Non, c'est moi qui te l'ai posé. C'est toi qui me l'as posé, merci. Et ça m'a fait prendre conscience d'une situation que j'avais volontairement occultée d'ailleurs. C'est-à-dire que je n'avais pas voulu en parler pour les protéger. Puis en fait, ils s'étaient sentis très mal de ne pas en parler. Et voilà, ça remonte à ce moment-là. Et avoir un modérateur, il passe la parole à l'autre patient ressource. Et on a le temps de se reprendre. Ça ne dure pas longtemps, on est formé pour se reprendre. Mais quand même. Vous avez le droit d'avoir des émotions. C'est toute la richesse des patients ressources. C'est qu'ils vivent leurs émotions Bon, mais j'espère qu'on a convaincu les différents auditeurs du rôle important. Mais on garde en mémoire qu'on est dans un endroit où on fait de la recherche. Oui. C'est pas un vain mot de dire qu'on veut faire une recherche-action sur l'intérêt des patients ressources et peut-être sur l'expérimentation qui est faite à l'ICMA. Ben, je pense qu'effectivement c'est un thème de recherche en soi, comment améliorer la formation sur cette thématique-là. Et puis il y a aussi tous les aspects que vous avez décrits, c'est que les patients sont indispensables pour la relecture du protocole. Et puis on le voit, plus il y a des chercheurs translationnels ou fondamentaux. L'année dernière, quand on a répondu à l'appel d'offres prédire la toxicité de la radiothérapie, on a intégré l'association des aguerris pour pouvoir faire porter la voix des enfants guéris de leur cancer, dans l'après-cancer, pour justement parler de la toxicité. Et donc je pense que même dans nos réponses à vos appels d'offres, ça peut être intéressant d'intégrer des associations de patients pour pouvoir justement porter le regard des patients sur l'orientation des recherches qu'on peut avoir. C'est vraiment une richesse importante de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui peut peut-être être réorienté. Et puis nous, ça nous apprend à vraiment être porté par votre parole. Merci. Donc, on sait que dans quelques temps, il y aura un projet qui va se faire et puis on va pouvoir avancer. Mais on en a besoin aussi, parce que ça peut paraître paradoxal, mais pour convaincre certains médecins, si on n'a pas d'études, ils vont dire
Voilà. Et c'est vrai que quand même, les médecins sont quand même généralement assez cartésiens. Et c'est vrai que de temps en temps, si on peut leur dire, tu vois un peu les avantages qu'il y a avec ça, c'est... Et ce qui est dommageable, c'est qu'il y en a qui en sont profondément convaincus, et puis d'autres... un peu moins. Un peu moins. Voilà. Ne va pas plus loin, s'il te plaît. Et ce qui serait intéressant, c'est que les établissements puissent en prendre conscience. C'est bien pour ça. Là, vous avez évoqué la problématique de la qualité du parcours de vie. Ça s'intègre de manière évidente. On sait quelles sont les difficultés que l'on a aujourd'hui pour avoir une maîtrise d'un parcours de soins pertinent qui prend en considération cet aspect psychologique du malade, mais aussi des soignants, parce qu'il y a aussi le mal-être des deux côtés, et ça me paraît être un élément important. C'est pour ça que la recherche dans ce domaine-là me paraît essentielle. Il faudrait peut-être aussi parler de la recherche clinique, et puis des nouveaux patients numériques qui arrivent, qui fait qu'on va arriver à une disons, mise en œuvre de nouveaux médicaments beaucoup plus rapidement. On sera très facilement en phase 3. Et ça, c'est des points qui sont, à mon avis, importants que les patients puissent être conscients qu'il y a vraiment des progrès qui se font, non seulement dans la préoccupation en matière de qualité de vie, pendant le traitement, pendant le soin qui sont protocolés, dont on sait comment les choses se passent, mais également avec tous ces éléments qui permettent d'être dans de meilleures conditions. Je crois que la Ligue est très consciente que c'est un secteur sur lequel il faut intervenir. Et puis, on sait que au fur et à mesure, on va aussi utiliser l'expérience. Il y a des choses qui commencent à réfléchir pour la formation. Parce qu'en fait, on est parti d'une page blanche. Donc c'est vrai que quand on part d'une page blanche, c'est pas évident. Et donc on se rend compte il y a des choses qui remontent et il y a des formations qui sont aussi complémentaires. Comme on dit, la formation au téléphone, la formation visio. C'est pas du tout la même chose quand on est devant une personne que quand on est au téléphone, parce qu'il n'y a pas la vue, donc il y a la gestion des soupirs, la gestion. Et donc c'est pour ça, donc dans cette formation, voilà, il y a une formation continue qui se met en place. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.